Cette vidéo vous est présentée par la boutique de Diceall.com, les prix les plus bas sur vos jeux de société favoris. Bonjour chers amis joueurs, je m'appelle LP et bienvenue à un nouvel épisode de Kickstarter 101 or Not. Aujourd'hui je te présente un jeu coopératif, un jeu de déduction, un jeu qui va durer environ 20-25 minutes et qui peut se jouer de 2 à 5 joueurs. Il n'y a pas de mode solo pour des raisons évidentes qu'on va voir quand je t'expliquerai ça. Donc c'est un jeu qui s'intitule The Shipwreck Arcana. Fait que c'est une toute petite boîte, c'est disponible dans quelques commerces, c'est de Meromorph Games. Et sans plus tarder, je t'explique comment on installe ça, je t'explique comment y jouer et je te dis ce que j'en pense. Donc au niveau de la mise en place de Shipwreck Arcana, c'est un jeu qui se place très rapidement. La première chose qu'on va faire, c'est que chaque joueur va se faire attribuer une série de jetons à sa couleur, la couleur de son choix. On a choisi ici vert, bleu et rouge et va agencer ces jetons devant lui en les plaçant du 1 jusqu'au 7 en ordre numérique devant lui. Les autres joueurs vont faire la même chose, chacun de leur côté. Ensuite, on va prendre la carte The Hours, qui est une carte qu'on utilise dans le jeu, puis en même temps la carte de marqueur de points en quelque sorte. On va la mettre complètement à gauche d'une série de 5 cartes, et on va aller placer les deux petits jetons Fate et Doom, le vert étant le Fate, le rouge étant le Doom. Le Fate va aller sur le 0, c'est nos points de victoire. Le Doom va commencer à 0, 2, 4 ou 6 selon le niveau de difficulté qu'on veut placer. Disons qu'on le place sur le 2. Et quand je fais référence aux chiffres, je parle des chiffres romains qui sont tout autour de la carte, mais à l'exception du 0, qui est en chiffre arabe. Une fois que ça c'est fait, du deck de cartes de tarot qui vient avec le jeu, on va révéler les 4 premières cartes du paquet. Ces cartes-là vont donner les règles de placement des jetons qu'on va avoir à piger pendant la partie. On en révèle 4 pour se faire une ligne de 5 cartes. On prend le sac de jetons et on est prêt à jouer. Le sac de jetons, je ne fais que préciser qu'est-ce qu'on a à l'intérieur. On a des jetons numérotés 1 à 7. Ils sont identiques aux jetons que les joueurs ont, seulement qu'ils sont tous noirs avec une écriture dorée. Et chaque jeton est en 3 exemplaires. Il y a donc 21 jetons, 3 fois le 1, 3 fois le 2, 3 fois le 3, ainsi de suite. Quand on a fait tout ça, on est prêt à commencer à jouer. Comment gagne-t-on ou perd-on à The Shipwreck Arcana? The Shipwreck Arcana est un jeu de prédiction et de déduction. Donc les joueurs vont être amenés à faire des prédictions. À chaque fois qu'une prédiction est réussie, les joueurs vont marquer collectivement 1 point. C'est un jeu coopératif. Si le marqueur de Fate se rend jusqu'au 7, on gagne la partie. À chaque fois qu'une prédiction est erronée, qu'il y a une prédiction que les joueurs se trompent en faisant une prédiction, c'est plutôt le marqueur de Doom qui avance de 1. Et si le marqueur de Doom se rend jusqu'à 7, les joueurs ont perdu la partie de façon collective. Il y a également une règle qui dit que des cartes vont s'effacer, vont disparaître graduellement dans le temps. À chaque fois qu'une carte s'efface, le marqueur de Doom va avancer de 2, ce qui va accélérer la fin de la partie. C'est comme ça qu'on gagne ou qu'on perd à The Shipwreck Arcana. Maintenant, il reste juste à dire le tour de jeu en tant que tel, comment ça fonctionne. Pour jouer un tour de jeu à The Shipwreck Arcana, c'est assez particulier. Au début, c'est pas instinctif. Fait qu'on va décortiquer comment ça marche un tour de jeu, puis ensuite on va donner 1 ou 2 exemples concrets. Dans son tour de jeu, d'abord, disons que c'est le joueur vert qui commence. La première chose que le joueur va avoir à faire, c'est de piger 2 jetons qui sont là-dedans. Les jetons, comme je l'ai déjà dit, sont numérotés de 1 à 7. L'objectif étant de placer un jeton quelque part en respectant les règles de placement et de tenter de donner le plus d'indices possible aux autres joueurs pour que les joueurs devinent quel jeton il me reste dans les mains. Donc, on va piger les 2 jetons, on va les garder face cachée. Et ensuite, on va tenter d'en placer un sur le plateau. Une fois qu'on a placé notre jeton, disons que je regarde qu'est-ce que j'ai. J'ai un 4 et un 2. Là, évidemment, l'information est face cachée. Pendant que le joueur joue, le joueur actif, il n'a pas le droit de rien dire du tout, de donner aucun indice. Il ne fait que placer un jeton. Les 2 autres joueurs ont le droit de se consulter tant qu'ils veulent, d'échanger autant d'informations qu'ils veulent. Donc, quand il va vouloir placer un de ces 2 jetons, il va avoir respecté les règles de placement qui sont sur les 5 cartes ici. S'il ne peut pas respecter aucune des règles de placement qui sont sur les 4 cartes les plus à droite, il va le placer par défaut sur la 5e qui est à gauche. C'est à ça qu'elle sert. Les règles de placement, chaque carte a une règle de placement différente. Par exemple, ici, si la somme de mes 2 jetons est de 11 ou plus, je peux placer un des 2 jetons ici. Si la somme est de 7, 8 ou 9, je peux placer un de mes 2 jetons ici. Si j'ai un jeton qui est un facteur de l'autre, donc j'en ai un qui est le double, le triple de l'autre, je peux placer un des 2 ici.
Puis s'il y en a un des deux qui est plus bas que l'autre, je peux placer un des deux ici. Quand je regarde mes jetons, il faut que je décide où est-ce que je le place pour tenter de donner un maximum d'informations. Disons que je prends mon 4 puis je le place ici devant la carte facteur. Fait que j'annonce au joueur qu'il y a un de mes deux jetons qui est le double ou le triple de l'autre. On sait que les jetons vont d'un 1 à 7. Fait que c'est sûr que mon autre jeton, ça peut pas être 8 ou 12, le double ou le triple de 4, parce que ça se rend pas jusque-là. Si je divise 4 en 3, ça fonctionne pas parce que c'est pas un chiffre rond, c'est pas un chiffre entier. Mais si je le divise en 2, ça fonctionne. Les jetons verts que j'ai devant moi, ce sont des aides-mémoire pour les autres joueurs. Fait qu'au fur et à mesure que les autres joueurs, donc le bleu et le rouge, discutent et échangent l'information, ils peuvent les manipuler. Puis ils peuvent regarder, est-ce que ça peut être 1? Non, ça peut pas être 1. Est-ce que ça peut être 2? Oui, ça peut être 2. Ça peut pas être 3, ça peut pas être 4, ça peut pas être 5, ça peut pas être 6, ça peut pas être 7. Fait que disons qu'ils l'auraient manipulé comme ça. Une fois que les joueurs ont discuté tant qu'ils le veulent, ils vont prendre une décision. Est-ce qu'on fait une prédiction ou on ne fait pas de prédiction? S'ils font une prédiction, ils vont annoncer à voix haute quel est le jeton qu'il me reste dans la main. Fait qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là? Mettons qu'ils disent on fait une prédiction, tu as un 2 dans ta main. Je révèle, j'ai en effet un 2 dans ma main, bon, on vient de marquer un point de victoire. S'ils s'étaient trompés, mettons qu'ils auraient fait une erreur de calcul, ils auraient mis un 1 et un 2 comme choix possible, ils se seraient trompés, ils auraient mal interprété ce que je faisais. Et le joueur bleu et le joueur rouge, en accord, on aurait dit on va prendre une chance, on a deux possibilités, on fait une prédiction, on pense que tu as un 1 dans tes mains. Ben, ce qui se serait passé, j'aurais révélé mon 2, j'aurais dit c'est une erreur. Et à la place d'avancer le jeton vert, on aurait avancé dans le jeton rouge. Dans les deux cas, mon jeton aurait été défaussé. Je ne le garde pas. Fait que ça, c'est ça qui arrive si les joueurs font une prédiction. Si les joueurs décident de ne pas faire de prédiction, disons qu'ils hésitaient entre le 1 et le 2, décident de ne pas prendre de chance, ben le joueur vert va garder son jeton en main pour le tour suivant. Et on va passer à la phase de d'effacement des cartes. Ça, j'y reviendrai dans quelques instants. Fait qu'ensuite, le joueur bleu va prendre son tour, il va piger deux jetons, il va en placer un sous les cartes, fait que lui il pige un 5 et un 1. Fait que ça dit, il y en a, les deux ne font pas 7 ensemble, ils ne sont pas facteurs, ils ne font pas 11 ensemble. Fait que le seul endroit où il peut placer un jeton, il peut placer un 1 ici parce qu'il est plus bas que l'autre. Fait qu'il va garder son 5 face cachée. Fait que la seule information que les joueurs ont eue, c'est que ce n'est pas 1 parce que le 1 est plus petit que son deuxième jeton. Puis ensuite, ça passe, les joueurs décident de ne pas faire de prédiction parce qu'ils ont 6 possibilités. Ça passe au tour du joueur rouge. Le joueur rouge pige un 4 et un 4. Fait que les deux cartes, ils ne sont pas multiples l'un de l'autre, ils ne font pas 11. Il n'y en a pas un puis il est plus bas que l'autre. Fait que le seul endroit qu'il peut le placer, c'est ici, dans la phase 7 à 9. Fait que ça ici, on va le mettre face cachée. Il le garde devant lui. Le joueur rouge n'a pas parlé, il ne fait que ça. Fait que les autres joueurs disent, bon, 4 plus 3, ça fait 7. Fait que c'est peut-être un 3. 4 plus 4, ça fait 8, c'est peut-être un 4. Puis 4 plus 5, ça fait 9, c'est peut-être un 5. On sait qu'il n'y a pas 1, 2, 6 et 7. Et là, ça reviendrait au tour du joueur vert. Si quand notre tour commence, on n'a pas de jeton, on en pige 2. Ça veut dire qu'il y a eu une prédiction de tenter la dernière fois qu'on a joué. Mais si on en a un jeton, ben tout ce qu'on fait, c'est qu'on en pige un. Puis là, moi, je me rappelle qu'au dernier tour, puis je le vois ici, les joueurs hésitaient, se demandaient si j'avais un 5, un 1 ou un 2 dans mes mains. Fait que je vais essayer de leur donner l'information pour qu'ils trouvent le même jeton que j'avais gardé au tour précédent. Par exemple, je pourrais dire, ben tiens, je vais placer mon 5 juste ici. Je le fasse cacher, et là, les autres joueurs vont se dire, bon, qu'est-ce que 5 plus 1, ça fait 6, il n'aurait pas pu le mettre là, mais 5 plus 2, ça fait 7, il pourrait le mettre là. Fait qu'on élimine le 1, et on dit, on fait une prédiction, tu as le 2 dans tes mains, je révèle, j'ai le 2, on fait un point, je défausse mon jeton, et on passe au tour du joueur suivant. Fait que la règle de base, ça revient à ça. Il me reste à expliquer l'effacement. Comment ça fonctionne, l'effacement. L'effacement, c'est à la fin de chacun des tours de jeu. J'ai dit que j'allais y revenir. Fait qu'après qu'on ait fait une prédiction ou après qu'on ait décidé de passer, de ne pas faire de prédiction, on va toujours vérifier la règle d'effacement. Fade. La règle d'effacement, donc, on va regarder les jetons qui ont été placés devant les cartes de destinée qui sont juste là. On va aller regarder le nombre de petits losanges dorés qui est sur la carte. Dans ce cas-ci, il y en a 2. Il y en a 2 ici pour un total de 4. Si le nombre de losanges égalise le nombre de lunes qui sont dessinées, fait 4 ici, 3 là, 3 et 3, égalise ou dépasse le nombre de lunes, la règle d'effacement va rentrer en vigueur. La carte va s'effacer. Et ça, c'est extrêmement simple. Quand une carte s'efface, fait que là ici, après la prédiction, en ayant mis mon 5 ici, ben, j'ai un total de 4 losanges. Cette carte-là va s'effacer à la fin du tour. Qu'il y ait eu une prédiction réussie ou non. Dans notre cas, il y a eu une prédiction réussie.
Fait qu'on va défausser la carte, on va la révéler de l'autre côté. Ça va déclencher un pouvoir que tous les joueurs vont pouvoir collectivement utiliser. Chaque carte détaille comment utiliser le pouvoir, à quel moment on peut l'utiliser, et on va toujours avoir à défausser cette carte-là pour pouvoir utiliser son pouvoir. Les jetons qui étaient devant la carte sont retournés dans le sac. Et on va tout simplement révéler une nouvelle carte du paquet qui va nous donner une nouvelle règle de placement. À la règle d'effacement, il y a un dernier détail. S'il y a une prédiction réussie le tour que la carte s'efface, ce qui était le cas dans l'exemple que je viens de faire, bien, il n'y a pas de conséquences supplémentaires sur le petit plateau ici. On a réussi une prédiction, fait qu'on a fait un point, la carte s'efface par la suite, on continue à jouer. Par contre, disons qu'au tour suivant, le jeton bleu avait déjà un 5 dans ses mains. Il a un autre 5 ici. C'est un mauvais exemple pour mon affaire. On va faire un autre exemple. Disons qu'il avait un 5, il pige un 7. Disons qu'il pige ceci. Il doit placer ses jetons quelque part. Il décide de placer le 5 ici. Fait qu'il annonce que le plus bas de ses jetons, c'est le 5. Donc les joueurs savent que c'est un 6 ou un 7. Les joueurs décident de ne pas prendre de chance malgré tout et ne tentent pas de prédiction. Fait que, comme d'habitude, à la fin du tour, on vérifie la règle d'effacement. J'ai 1, 2, 3 losanges, la carte a 3 lunes, fait que la carte doit s'effacer, qu'il y ait eu prédiction ou non. Comme la carte s'efface un tour qu'il n'y a pas eu de prédiction réussie, le marqueur de Doom avance de 2 points. Fait que si les joueurs avaient décidé, en sachant ça, ben, on va prendre une chance, on va dire que dans ta main, tu as un 6. Je révèle, ce n'est pas un 6, donc le marqueur avance de 1 parce qu'on s'est trompé dans une prédiction. Les jetons sont défaussés, retournent dans le sac parce que la carte s'efface. La carte se tourne, ça débloque un pouvoir pour l'équipe. Et le marqueur de Doom avance de 2 parce qu'il n'y a pas eu de prédiction réussie ce tour-ci. Et ensuite, on remplace la carte. Il y a une nouvelle règle de placement. Fait que ça a été un très mauvais tour. Faut pas que ça arrive trop souvent. Et ensuite, on continue comme ça. Fait que là, le joueur rouge a déjà un marqueur, un jeton dans sa main, fait qu'il en pigerait juste un. Il tenterait de le placer devant l'une des cartes pour donner un maximum d'informations sur c'est quoi le jeton qu'il a dans sa main pour le faire deviner. Les joueurs décident s'ils font une prédiction ou non. Après avoir fait la prédiction ou non, on regarde si une carte s'efface. Le marqueur de Doom avance si on n'a pas réussi une prédiction et une carte s'efface. Le marqueur de Doom n'avance pas si on a réussi une prédiction et le marqueur une carte s'efface et on continue comme ça jusqu'à temps que le vert atteigne le maximum ou le rouge atteigne le maximum. C'est quoi le type de pouvoir qu'on peut débloquer? Ben, généralement, ça va être pour éliminer des possibilités. Par exemple, si on a ce pouvoir-là, avant de faire une prédiction, le groupe peut défausser cette carte-là de façon définitive et poser une question. Est-ce que ton jeton est plus haut que X? Fait que dans ce cas-ci, si on avait eu ce pouvoir-là, à ce moment-là, on aurait pu dire est-ce que ton jeton il est plus haut que 7, vu qu'on hésite juste entre les deux. On aurait défaussé cette carte-là pour montrer qu'on l'utilise. Est-ce que ton jeton est plus haut que 6, évidemment. On aurait défaussé cette carte-là, montré qu'on l'utilise. Il nous aurait dit oui, mon jeton est plus haut que 6. Donc on aurait éliminé la possibilité du 6 et là on aurait pu guesser correctement que c'était un 7. Fait que toutes ces cartes-là ont une règle de placement d'un côté et un pouvoir qu'on débloque de l'autre côté si la carte s'efface. Et ça fait le tour de The Shipwreck Arcana. Donc, voilà les règles complètes pour The Shipwreck Arcana. Peut-être la seule chose que j'ai pas dit, c'est qu'est-ce qui se passe si on a placé un jeton en dessous de cette carte-là, qui était la carte la plus à gauche. Dans le fond, c'est que cette carte-là, ça va dire tu ne peux pas la mettre nulle part ailleurs. Ça va donner beaucoup d'informations aux joueurs, parce que ça veut dire que mes jetons, ma combinaison de jetons ne fonctionne avec aucune des 4 autres cartes. Et ensuite, on va tout simplement déplacer le jeton, parce qu'il n'irait jamais en dessous, sous la première carte qui est à côté. Fait que si cette carte-là est à côté, mais quand on va jouer, une fois qu'on a mis un jeton ici, on va le déplacer automatiquement en dessous de la carte suivante. Et là, c'est cette carte-là qui va s'effacer si jamais le nombre de petits losanges va atteindre le nombre de lunes qui est sur cette carte-là. Fait que ça, c'est pour cette règle-là. Fait que dans The Shipwreck Arcana, 1, composante, les petits jetons, ben, c'est des petits jetons en bois, soit dit en passant, fait que c'est bien le fun. Ils sont de super belle qualité, là, ils sont tout à fait corrects pour ce qu'ils ont à faire. C'est pas un jeu qui a énormément de composantes. Les 2 marqueurs de points en bas aussi. Fait que c'est des petits marqueurs rouges et verts en bois aussi, dis-je, non pas en bas. Et la composante principale, ce sont les cartes du jeu et elles sont splendides. L'art visuel, le style visuel qui est sur chacune des cartes, on a un style de tarot en quelque sorte. Chaque carte a un nom justement de tarot, le noble, le rider, le jeu, bell tower, deep, etc. Dawn.
Ils ont tout un style visuel extraordinaire. Fait que ça, pour nous, des composantes, c'est super. Le sac est un peu petit pour rentrer sa main. Là. Ma main, elle rentre pas comme il faut. Fait qu'il faut que j'y aille juste avec des doigts. Là. Je suis pas capable de... Ça bloque. J'aurais aimé ça que ça soit un peu plus grand. Mais ça, c'est relativement mineur. Au niveau de la thématique, il n'y en a pas. Il y en a une là, quand il présente le jeu au début, mais complètement inexistante. C'est vraiment juste un jeu de déduction coopératif pur et c'est très bien réussi. C'est très le fun de voir comment le même groupe de personnes, au fur et à mesure qu'ils jouent des parties de The Shipwreck Arcana, qui vont développer une complicité puis qui vont apprendre à mieux interpréter les actions, les décisions qu'un autre joueur prend. Parce que quand on place un jeton, on finit par réaliser faut pas juste réfléchir à pourquoi il l'a placé là, mais pourquoi ce joueur-là n'a pas placé son jeton dans toutes les autres possibilités qu'il avait, pourquoi il a décidé de choisir cette carte-là. Et les déductions sont vraiment, vraiment intéressantes. Le groupe avec lequel je joue le plus, on commence généralement le niveau de difficulté le plus haut maintenant, parce qu'on est rendu très fort ensemble, ce qui veut dire qu'on ne se donne pas droit à l'erreur. La première erreur, on a perdu la partie parce que le marqueur de Doom commence à 6 sur 7. Fait qu'il faut réussir 7 prédictions complètes avant de faire la moindre erreur. Mais ça reste un jeu vraiment le fun. Si on aime les petits jeux de déduction, c'est un excellent filler. Ça prend littéralement 20-25 minutes de jouer une partie. Puis j'ai joué au nombre maximum de joueurs. À 5, ça a peut-être pris 30 minutes. C'est pas tellement plus long. Fait que c'est vraiment un beau petit jeu. Il n'est pas nécessairement facile à trouver, mais si vous le trouvez, il n'est pas très cher non plus. Même pas une trentaine de dollars. Fait que c'est vraiment un excellent petit jeu de déduction coopératif. Si c'est un genre qui vous attire, les déductions mathématiques en plus, fait que si c'est un genre qui vous attire, vous allez avoir beaucoup de plaisir à jouer à The Shipwreck Arcana. Fait que sur ça, je vous invite à laisser commentaires et questions dans le bas de la page comme à l'habitude. J'ai probablement fait une petite erreur ou on oublie quelque part, même si c'est un jeu simple, n'hésitez pas à me le reprocher. Et si vous avez des suggestions pour les prochains jeux, vous n'hésitez pas non plus, j'en tiens compte. Et je vous invite évidemment à venir visiter et supporter nos pages Facebook, Twitter, Instagram et à nous supporter sur Patreon si vous voulez que l'on continue à vous fournir du matériel que l'on espère être d'excellente qualité. C'est pas évident de dire cette phrase-là. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée et